Martin et Bertrand Lavier, on profite de la présence, de cette double présence en fait, de Jean-Hubert Martin comme président du jury des livres pour la compétition au festival, et puis de Bertrand qui recevra un prix tout à l'heure pour réaliser une petite discussion, un petit échange, voilà, un bâton rompu entre les deux. Voilà, à tout à l'heure. Alors on va commencer un petit peu comme à la télévision et on va partir de l'actualité pour parler de l'œuvre de Bertrand Lavier, et qui a été un personnage extraordinaire parce qu'il pouvait parler de l'art et de ses collègues et de plein de problèmes qui le fascinaient mais qui tournaient toujours autour de l'art pendant des nuits entières. On ne pouvait plus l'arrêter et il avait un système tout à fait extraordinaire de pensée analogique. Bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais quand même un petit mot, parce que cette pensée analogique n'est pas fréquente dans les milieux intellectuels, où on utilise plutôt des systèmes rationnels ou parfaitement logiques, mais une logique qui est plutôt justement celle de rapports de cause à effet ou de rapports purement intellectuels, et pas de l'analogie qui fonctionne souvent par chair et moins, par les mots. Un mot en entraînant un autre, et une idée entraînant un mot et revenant à une idée, et il pouvait tenir comme ça pendant des soirées entières. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus tout de suite? Comme disait Raymond, tout ça nous amène à Carambolage, qui est l'exposition que Jean-Hubert a inaugurée à Paris il y a déjà un moment, qui est encore sur nos écrans encore pendant 15 jours, je sais pas. Et donc, oui, l'esprit d'escalier, entre guillemets, qu'avait Raymond, c'est une chose qui a évidemment marqué un certain nombre d'esprits. Et donc, effectivement, tu vois, quand je dis carambolage, effectivement, quand tu parles de Rémois, je pense que même son esprit vient un peu planer au-dessus de ton exposition. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et cet esprit d'analogie dont parle Valérie, d'ailleurs, de temps en temps, était tout à fait opérant à la Renaissance et a disparu avec la période classique et l'élaboration de la science telle qu'on la connaît à la suite du rationalisme, mais peut tout à fait être utilisée dans le monde artistique parce qu'elle est complètement valorisante, et Raymond était un maître en la matière, et effectivement je lui dois beaucoup pour cette exposition Carambolage, qui est une espèce de promenade à travers l'art universel avec des œuvres surprenantes, atypiques, étonnantes, choisies comme les artistes regardent des œuvres et non pas comme les historiens regardent des œuvres, dans le sens que ce n'est pas le contexte de la création de l'œuvre qui m'a intéressé, mais son rapport avec ce qui se fait aujourd'hui, avec l'art contemporain, avec les questionnements d'aujourd'hui. Et donc ces œuvres sont mises en relation les unes avec les autres par un système qui fait que chacune est annoncée par la précédente et prédit la suivante. Et Bertrand Lavier a d'ailleurs 2 œuvres dans cette exposition. Pourquoi Merci Raymond? Alors, Merci Raymond, ça répond à deux grandes interrogations, qui sont le fait qu'on peut avoir des maîtres ou des gens qui vous inspirent, c'est bien le cas de le dire, et on pourrait dire que c'est très très lié au rapport avec le cinéma. On pourrait dire Merci Raymond par Bertrand Lavier, d'après une idée de Chiara Parisi. C'est comme ça qu'il faut dire les choses, comme on est entre nous, on peut dire vraiment les choses telles qu'elles se passent. Et donc, moi, je n'ai pas eu l'idée de faire cette exposition, c'est Chiara qui m'a invité à la faire, et évidemment, quand elle m'a fait cette proposition, j'ai immédiatement accepté, parce que je ne pouvais pas refuser ça, parce que j'avais l'intuition, sans doute comme elle, que c'est une chose qu'on ne peut faire qu'une fois dans sa vie,
et qu'on peut faire ça une fois seulement avec un genre d'artiste. Alors, sans faire Montaigne à la Boétie, je peux dire que c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi, qu'on a pu monter cette sorte de film. Et d'ailleurs, je fais une chose un peu entre guillemets, quand on a écrit sur la façade de l'Hôtel de la Monnaie un grand « Merci Raymond », on bénéficie d'un autre film qui s'appelle « Merci Patron ». Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un nouveau film qui est promu à l'Hôtel de la Monnaie qui s'appelle « Merci Raymond » par Bertrand Lavier. Bon, et donc effectivement, s'il rentre, il y a une sorte de film en 12 séquences où il y a une douzaine, on dira, de chantiers qui sont partagés entre Raymond Ins et moi. Et quand je dis pourquoi Raymond, pourquoi cette exposition, moi je n'ai pas fait l'école des Beaux-Arts, un certain nombre de gens pourraient dire que ça se voit, mais l'école des Beaux-Arts évidemment ne sert pas, on n'apprend pas à devenir un artiste à l'école des Beaux-Arts parce que ça se saurait. Mais à l'école des Beaux-Arts, on apprend à connaître des gens, etc., un réseau. Moi, je n'ai pas du tout suivi ce parcours-là. Je viens d'un petit village de Bourgogne et après, j'ai fait une école d'horticulture. Donc, ça n'était pas forcément le chemin qui menait à Rome en direct. Et Raymond Ins, je l'ai rencontré très tôt et il a été, sans le savoir, c'est toujours comme ça que c'est le mieux, une sorte de professeur, entre guillemets, une sorte de maître pour moi, parce que j'ai découvert ce que c'était vraiment qu'un artiste. Et je me suis aperçu que c'était extrêmement rare de rencontrer des artistes parce que c'était un poète ambulant, un grand regardeur. Et il m'a appris, j'ai pas eu beaucoup à me forcer pour ça, mais enfin, ça m'a conforté dans mes convictions, qu'il fallait être totalement aberrant dans la manière de se comporter, ou en tout cas d'être tout à fait transgressif par rapport aux normes, n'avoir aucun sens de la hiérarchie, d'être imprévisible. Et je pense que c'est une des caractéristiques qu'on peut trouver chez les artistes. Malheureusement, beaucoup le sont prévisibles, et Raymond Ins m'a appris qu'on devait impérativement être imprévisible. Et donc j'ai essayé de mettre ça un peu en scène à la Monnaie de Paris. Alors, Chiara Parisi, je le dis pour le public, est parmi nous, puisqu'elle est une des membres du jury du livre du FILAF. Et j'ai repensé à la manière dont tu as conçu beaucoup de tes œuvres. N'est-ce pas, beaucoup de tes œuvres sont un objet ou une œuvre sur un autre objet ou une autre œuvre. Je reprendrai un objet qui a compté entre nous parce que je l'ai acquis pour le Musée d'Art Moderne Centre Pompidou, le Brandt sur Hafner, c'est-à-dire un frigidaire sur un coffre-fort. Et en fait, là, tu fais un peu du Raymond Ins sur Lavier, au fond. Oui. Et alors, ça m'entraîne tout de suite vers des images, parce qu'il y a des images qui sont très courantes dans la peinture du XVIIe siècle. C'est Énée et Anchise. Anchise est le père d'Énée, et Troie est en train de brûler, et il sauve son père en le prenant sur ses épaules. C'est une très belle image qu'on trouve dans la peinture du XVIIe. Alors, je te vois un petit peu comme ça, avec Raymond Ins sur tes épaules, et tu le fais échapper à l'oubli d'ailleurs, Troie qui brûle, enfin tu vois, oui. Et ça le remet dans une certaine lumière, en le faisant revivre. Ouais. Voilà. C'est vrai que je pense qu'il n'avait peut-être pas forcément besoin de moi, parce que finalement là il a c'est un peu l'histoire du lièvre et la tortue, Raymond Ins, par rapport à des grandes stars entre guillemets du pop et du nouveau réalisme. Raymond était justement un peu dans l'ombre, et c'est pas parce que les lièvres, moi j'aime autant les lièvres que les tortues, hein, je suis pas du tout comme La Fontaine, je tire aucune morale de ça, mais je vois simplement qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres. Et donc les stars étaient Armand, ou Christo, ou Yves Klein, et Raymond Ins faisait partie plutôt des gens, on dirait aujourd'hui un peu outsiders dans ce groupe. Et aujourd'hui Raymond a et c'est pas de mon fait, commence à avoir une aura, une présence comme ça dans l'esprit de beaucoup de gens, et particulièrement dans l'esprit de jeunes artistes. Il devient une référence de manière presque indiscutable. Et donc effectivement, tout ça arrive à un bon moment. Moi, je pense qu'il y a des alignements de planètes, qu'il y a des fenêtres de tir, comme on dit, et on profite de tout ça en faisant cette exposition à la Monnaie de Paris. La difficulté avec Raymond, c'était qu'il était difficile quelquefois de lui faire concrétiser ses idées.
des idées, il en avait à la pelle, en tonnes, et comme dit, il pouvait parler pendant des nuits entières de choses absolument fascinantes, avec des systèmes de correspondance entre les choses. Mais après, pour lui faire réaliser une œuvre, c'était quelquefois très difficile. Il était pour nous évidemment celui des affiches lacérées, mais heureusement il n'y est pas resté. Oui, mais je pense que s'il était encore là, l'exposition n'aurait pas lieu. Il aurait été ravi qu'on la fasse, on serait encore en train de l'installer. On en discuterait encore. Absolument, oui. Ça a été quelquefois très très difficile de concrétiser. J'ai fait une exposition au Centre Pompidou vers 89 avec lui, et on avait beaucoup de mal à arriver à faire que les choses aient une réalité physique. Il y a une œuvre dans ton exposition qui est à la fois dans l'exposition de la Monnaie et dans la mienne, dans Carambolage au Grand Palais. C'est l'œuvre faite à partir d'un âne, faite par un âne, oui, la queue d'un âne à laquelle on a fixé un pinceau, qui est l'âne Lolo, qui appartenait au propriétaire du Lapin Agile à Montmartre, et qui a fait donc une œuvre par quelques coups de pinceau, quelques coups de queue, si on peut dire. C'est coups de queue, oui. Absolument, c'est des coups de queue. Et cette peinture est réapparue récemment, et Raymond en parlait très souvent. Je raconte l'histoire en quelques mots. C'est donc une peinture qui a été faite en fixant un pinceau à la queue d'un âne. Dorgelès, Roland Dorgelès et quelques-uns de ses amis font faire cette peinture, et pour tester en fait la permissivité du Salon des Indépendants en 1910, qui disait ni jury ni récompense et toute œuvre d'avant-garde pouvait y être présentée, ils apportent cette peinture sous le nom de Boronali, qui est signé en grand, un artiste italien, et ça s'appelait Coucher de soleil sur l'Adriatique. Le soleil se couche sur l'Adriatique, je crois, quelque chose comme ça. Là. Et bon, je pense que la plupart des gens avaient très bien compris la blague, mais le tableau a été réellement exposé pendant toute la durée du salon. Et donc Raymond en parlait souvent, et on ne savait plus où il était, et on l'a retrouvé il y a très peu de temps, enfin, il est réapparu dans une collection qui est à Milly-la-Forêt, qui est exposée dans la mairie, et avec un codicille qui disait que l'œuvre ne pouvait pas être prêtée, elle devait rester avec cette collection dans la mairie. Et exceptionnellement, ils nous l'ont prêté pour le Grand Palais à Paris, ce qui nous a valu d'ailleurs les premiers articles de presse, comme en 1910, recommencer comme à zéro. Un âne expose au Grand Palais. Il y a eu plusieurs articles dans la presse dans ce sens-là. Et alors, je crois que ça t'a beaucoup intéressé, ça. Oui, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'en fait, j'ai greffé deux histoires qui étaient parallèles, qu'on évoque avec Raymond. Raymond aimait beaucoup l'histoire du haut de Giotto, qu'on pouvait comparer au haut de Mosset, qui étaient deux sortes de perfection dans le geste de peindre. Et donc, il était évidemment tentant de faire un haut parfait avec la queue de l'âne à Libon, et donc Boronali. Donc là, évidemment, la technique aujourd'hui nous sauve, avec l'infographie et les logiciels. On arrive à faire un magnifique haut par la queue d'un âne. Et j'ai donc poussé le bouchon un cran plus loin, en reprenant, j'allais dire, ton tableau que tu exposes au Grand Palais. J'en ai fait faire une reproduction au jet d'encre à l'identique. Et donc là, j'ai peint, non pas avec ma queue, mais avec ma main. J'ai refait les gestes du peintre de l'âne. Et donc, ce qui fait que dans cette salle, ça aurait beaucoup sans doute enchanté Raymond, parce que je suis là, je peins comme Giotto et je peins comme un âne. Et donc, effectivement, dans cette salle, il y a une sorte de phrase qui illustre finalement la perfection en peinture avec le haut de Giotto, et puis le plus grand hasard gestuel avec la peinture d'un âne fait évidemment dans un grand inconscient. Alors, on parle assez, enfin, de temps en temps, on connaît cette histoire de l'âne Boronali, mais en fait, je crois que dans les histoires de l'art, enfin, autant que je m'en rappelle,
on ne met pas en rapport avec un événement tout à fait similaire et dont on parle alors sans arrêt dans l'histoire de l'art, c'est quand Duchamp présente son fameux pissoir qu'il appelle Fontaine au Salon des Indépendants de New York, 1917 si je me souviens bien. Dans la géographie de Duchamp, ça figure tout le temps, on en parle sans arrêt de ce phénomène extraordinaire, mais en fait, le test sur la permissivité des jurys de salon avait déjà été fait en 1910 par cette bande de copains Montmartre 3. Et au fond, bon, Duchamp ne pouvait pas l'ignorer. Et eux, c'était pas du tout des dadaïstes, d'Orgelès et tout ça. Non, c'était pas vraiment des dadaïstes, mais il faut bien se souvenir qu'il y avait des groupes d'artistes extrêmement peu conventionnels et qui essayaient de briser déjà toutes sortes de barrières. Ça, on a fait la relation récemment, qui s'appelait les incohérents, à la fin du 19e siècle, et qui faisaient des gros blagueurs, enfin, qui faisaient des plaisanteries quelquefois énormes, et qui ont été en fait les pères des dadaïstes, il faut bien le dire. Alors, dans la première salle de l'exposition Mercier-Raymond, il y a cette œuvre extraordinaire qui reprend d'une manière lointaine une œuvre de Raymond Ins, c'est les Citroën, Picasso. Oui, c'est la Citroën entre Matisse et Picasso. Oui. Alors tu peux peut-être me la décrire. Alors oui, c'est comme un rébus et à la fois comme un jeu de mots. Ça reprend une chose qu'avait fait très loin chez Daniel Templon, où il avait montré les chevrons de Citroën, donc l'image de marque, le logo de la marque automobile, et puis il les avait confrontés avec un aliment de Citroën. Donc là, on avait Citroën et Citroën. Et donc, comme tu sais, j'aime beaucoup les automobiles, donc je suis l'actualité de l'automobile d'assez près. Et depuis, il y a une nouvelle marque qui est arrivée, il y a eu la Picasso, mais après, récemment, il y a eu la Matisse. Et donc, évidemment, il était tentant de montrer qu'il y avait Citroën entre Matisse et Picasso. Et donc, on a matérialisé, c'est sans doute le jeu de mots le plus compliqué à installer, d'installer une Picasso, une Matisse dans un hôtel du XVIIIe siècle avec Citroën en sandwich. Et donc effectivement, c'est une chose qui est naturellement très très liée au langage, parce que ce jeu de mots va de lui-même quand on lit la réalité. C'est en sens que c'est assez proche aussi d'un rébus, parce que quand on lit, on énonce verbalement ce qu'on a sous les yeux, on dit naturellement, il y a Citroën entre Matisse et Picasso. Et en fait, ça se réfère au Sisyphe aussi de Raymond Ins. L'instant décisif. Voilà, l'instant décisif qu'il reprenait au marquis de Bièvre, oui, qui se promenait avec les dames qu'il voulait séduire à côté des Sisyphes, et qui leur disait que de toute façon, elle ne comprendrait pas la blague. S'il apprenait, c'était trop tard. Et les Sisyphes qui ont été réalisés par Marie-Claude Beau à l'époque à la Fondation Cartier en Josas et qui se retrouvent à la Fondation Cartier à Paris. Et Paris, j'ai appris hier qu'on va enfin les refaire parce qu'ils étaient là mais on ne les voyait plus. Enfin, ils étaient quasiment illisibles. Il y a une chose qui nous rapproche aussi dans l'exposition Mercier-Raymond, Jean-Hubert et moi, c'est l'histoire des Martins. Il y a maintenant plus de 30 ans, à la Cour de Salon de Berne, Jean Hubert en étant le directeur, m'a facilité les choses pour que je puisse faire une œuvre qui s'appelle Bertrand Lavier présente la peinture des Martins de 1603 à 1984. Donc, Jean Hubert était déjà un conservateur respecté et donc j'ai pu avoir accès à beaucoup de tableaux de Martin du XVIIe, XVIIIe siècle, etc. Et donc j'avais montré une sorte d'anthologie anonyme de la peinture. Il y avait une histoire de la peinture anonyme dans la mesure où tous les peintres ont le même nom. Donc, pour une fois, on ne regardait pas de qui étaient les peintures, puisqu'elles étaient toujours signées du même nom. On regardait finalement enfin les tableaux. Tout ça pour arriver à une autre œuvre que j'ai pu faire à la Monnaie de Paris, qui est du même ordre, si je puis dire. Raymond Ins a fait une palissade en ski, parce que la palissade est plutôt une chose récurrente dans l'œuvre de Raymond Ins. Et donc l'œuvre
est une installation assez sophistiquée en réalité de palissade fait avec des skis. C'est pas du tout ce qu'on verrait chez le vieux campeur parce que c'est assez bien orchestré la manière de mettre ses skis sur le mur. Et quand Raymond Hins a fait cette heure avec les skis, il pensait beaucoup à Gaston Palevski. J'ai appris qu'en fait, il pensait beaucoup à Gaston Palevski et pas forcément au peintre. Et donc, dans cette petite salle qu'on a appelée la foire au ski, j'ai pu, en fond, greffer, comme tu le dis, son esprit et le mien pour faire cette œuvre, qui est une exposition où j'ai accroché une œuvre de Kandinsky, une œuvre de Boltanski, une œuvre de Kowalski, une belle gouache de Kandinsky, et sous une musique, je dirais, Petrouchka de Kandinsky. Donc là, on est avec que des artistes qui font du ski. Oui, non, Petrouchka de Stravinsky. De Stravinsky, voilà. Pas de Kandinsky. Ah, pardon. Non. La confusion dans les skis. Oui, oui. Non, mais là, ça se neige, j'ai dérapé. Ouais. Et donc, c'est une manière là qui illustre assez bien le rapport dans cette exposition un peu à quatre mains entre l'univers de Raymond et le mien. Ouais. Alors, je voudrais juste rappeler que tu avais cette idée de l'exposition des Martins avant que tu ne viennes me la présenter. Ah, oui, tu aurais pu très bien faire ça avec un directeur du musée qui s'appelait Dupont ou Durand. Oui, c'est vrai. Et le hasard, et vraiment c'était le hasard, a fait que bon, tu l'as. Mais le hasard a précipité l'intendance. A peut-être précipité les choses. Et alors, tu te rappelles peut-être que on a eu une discussion sur la manière de présenter la cinquantaine de peintures qui étaient présentes, donc qui allaient du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, parce que dans un premier mouvement, tu avais imaginé d'utiliser la chronologie. Et j'ai estimé que c'était retombé dans des conventions et extrêmement vieillottes. Ce qui prouve que je réfléchissais dès ce moment-là à la taxinomie des musées et à cette fameuse sacro-sainte chronologie selon laquelle la plupart des collections de musées sont rangées et qui me semblait devoir être mise au rencard et transformée à la faveur d'autres types d'organisations. Et donc, nous l'avons fait en fait avec l'ordre alphabétique des prénoms des Martins. Mais nous avons fait une petite présentation, tu te souviens peut-être, qui était une conférence où on avait donc la cinquantaine de peintures. Et là, j'avais inventé une espèce de parcours qui était carambolesque avant l'heure, où il s'agissait plutôt d'une espèce de vie qui allait de la naissance à la mort avec toutes sortes de péripéties, voilà, plutôt une espèce de biographie complètement anonyme, mais ce qui prouvait que dès ce moment-là, donc c'était début des années 80, je réfléchissais à la manière de présenter des œuvres d'art autrement que selon les catégories strictes de l'histoire de l'art. Alors, tout ce dont on vient de parler, de Raymond Hins et sont des associations, des plaisanteries, en grande partie d'ailleurs aussi, qui demandent un décryptage quand même relativement fin pour le public. Moi, je me pose toujours la question de comment ça peut être transmis à un public plus large que celui du petit milieu, de celui qui connaît ses codes et ses relations. Et en fait, on s'aperçoit quand même qu'il y a un public qui est fasciné par ça, en dehors de notre petit cercle, du petit milieu de l'art contemporain. Et je voudrais rebondir là-dessus par rapport à la manière dont fonctionne ton œuvre d'une manière générale. Parce que tu es loin de tout expressionnisme, de toutes sortes de facteurs d'émotivité qui jouent dans plein d'œuvres. Apparemment. Ah bon, bah, tu vas peut-être nous en dire plus. Et j'aimerais savoir comment tu vois ça. Alors c'est des questions moi, que je ne me suis jamais posées
de savoir comment le public allait pouvoir décoder ou non ce que des artistes, moi en l'occurrence, mais d'autres, pouvaient faire. L'exemple de l'exposition à la Monnaie de Paris est pour moi est parfait, parce qu'on dit toujours que Rémois c'est extrêmement littéraire, il y a beaucoup de subtilités, etc., qu'on ne peut pas tout comprendre. Je m'en suis foutu éperdument depuis très très longtemps. Je n'ai pas attendu cette exposition pour penser que Rémois c'était un artiste extrêmement visuel. Et je le vérifie, et je le savais, c'est que des gens qui n'ont pas accès même à la langue, des étrangers, arrivent dans cette exposition et en perçoivent quelque chose de juste. Ils n'ont pas à rentrer, si on rentre dans la subtilité à la fois de la culture et des jeux de mots, tant mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Et pourquoi je ne me suis jamais soucié de ça? C'est que je vis dans un pays où la plupart des gens ne parlent pas un mot d'anglais, ou le parlent très très mal, et ils adorent les Rolling Stones, les Beatles, Amy Winehouse, etc. Ils ne comprennent pas un mot de ce qu'ils disent, ce qu'ils chantent, et ils apprécient beaucoup ces chansons. Et donc ça a toujours été très très présent chez moi, parce que très jeune, déjà la chanson anglaise était extrêmement présente, et j'étais souvent surpris de dire mais personne ne comprend, ça ne les dérange pas. Et pourquoi ça les dérangerait quand il s'agirait de peinture? C'est très juste, oui. Il y a la musique des couleurs, impeccable, oui, mais il y a quand même cette relation toujours triangulaire, n'est-ce pas, entre le... Je reviens sur l'éternelle phrase de Duchamp, c'est le regardeur qui fait la peinture. C'est une très belle formule, mais d'ailleurs, dont on dit maintenant que c'est Odilon Redon qui l'avait inventée, il l'a reprise, paraît-il. Mais moi, je souscris pas tellement à ça. Et ben moi non plus. Alors, moi non plus. C'était justement pour te dire que il me semble qu'il serait beaucoup plus juste de dire le regardeur contribue à faire la peinture, parce que on a toujours une triangulation éternelle qui est celle, sans le créateur, on n'a rien. Donc il faut bien que quelqu'un fasse un objet pour te transformer, qui transforme le regardeur, qui lui-même transforme la façon de le voir. Voilà. Moi j'ai une formule simpliste, mais enfin elle vaut ce qu'elle vaut. Ce n'est pas l'auditeur qui fait la sonate de Bach. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Alors d'un seul coup, ça serait le regardeur qui fait le tableau et l'auditeur ne fait pas. Oui, soyons sérieux. Voilà. Bon. Ben, voilà, c'est liquidé. C'est peut-être de continuer là-dessus. Mais moi, j'aimerais revenir quand même sur oui, bon, ta comparaison avec les chansons américaines est excellente. Et effectivement, il y a un facteur d'émotion devant les couleurs, de la peinture, etc., qui fonctionne en dehors de tout ce décryptage qui n'est pas forcément absolument nécessaire. Ouais. Je vois par exemple, c'est très proche de ce que tu réalises au Grand Palais. Quand on rentre dans la salle Stella, qui est une des salles à l'Hôtel de la Monnaie, j'ai installé un grand tableau qui est fait avec des tubes de néon et qui, pour moi, était la solution que j'ai trouvée à l'époque pour faire des tableaux. Je voulais renouveler, si vous voulez, le genre de la peinture en tube. Et donc j'ai fait des grands tableaux avec une densité de tubes de néon maximale, je dirais. Et comme partition pour faire ces tableaux, j'ai pas trouvé mieux que de prendre les tableaux de Stella des années 60. Si j'avais été capable de faire mieux, j'aurais fait moi-même dessiner la partition, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas mieux que cela, donc j'ai pris ces tableaux. Et quand on rentre dans cette salle, on voit ce tableau qui résonne avec des photographies faites à travers un verre cannelé de Rémois qui a photographié des Stella. Si on n'est même pas au courant que Stella existe, on sent quand même une chose, une porosité entre ces œuvres et ces photographies qui est indéniable. Donc je crois que ce serait vraiment se pénaliser que de dire qu'il faut absolument avoir recours à de l'explication, et il n'y a que quelqu'un qui soit parfaitement cultivé en histoire de l'art. Moi j'aime beaucoup la culture, je ne fais pas... Je ne fais pas de prosélytisme, je pense que si on est au courant, c'est mieux. Mais si on n'est pas au courant, ça n'est pas aussi grave que ça. Là, je reviens à l'exposition Carambolage, c'est exactement du même ordre. Il fallait bien que sur ces 180 pièces que j'avais sélectionnées, parce qu'elles me semblaient tout à fait pertinentes par rapport à la pensée actuelle, par rapport à l'art contemporain, par rapport à nos questionnements, et il fallait trouver un mode d'organisation.
je voulais évidemment éviter la chronologie et retomber dans les pièges des catégories conventionnelles. Et j'ai inventé donc ce jeu de domino, cette espèce de travelling, cette espèce de marabout bout de ficelle, celle de cheval. Mais je dis à chaque fois aux gens qui visitent que ce n'est pas du tout nécessaire de le suivre de bout en bout, d'en comprendre toutes les relations, que ce sont les œuvres elles-mêmes qui comptent et qu'on doit voir, et d'y prendre du plaisir et d'arriver à y trouver des idées qui permettent de rebondir sur d'autres choses. Rebondissons sur quoi maintenant? Oui, sur quoi on va rebondir? Alors peut-être on peut être interrompu en fait. Hein, si vous avez, c'est pas, si vous, il y a des choses qui vous, si vous avez envie de poser des questions pendant qu'on parle, on peut être interrompu. Hein. Sébastien. Oui. Une œuvre qui m'a touché dans l'exposition, c'est celle sur la liste des œuvres de San Antonio. Ah oui. Ah ben alors ça c'est vraiment, alors c'est un véritable objet d'art. Je vais vous raconter un peu comment cette œuvre est née, parce que c'est assez amusant de voir ça, parce que ça parle aussi de ce qu'un artiste peut avoir comme liberté de manœuvre et comment il exerce finalement son indépendance. On m'avait demandé d'aller à Bourgoin-Jallieu pour voir le maire qui voulait une sculpture d'art contemporain. Donc déjà à l'époque, le genre art contemporain, ça existait. Et c'est pas un genre en fait que moi j'aime tellement en fait l'art contemporain. Et donc on est allé, et donc c'est presque un film d'Eric Rohmer. Il avait fait une magnifique médiathèque, un peu postmoderne, et dans son délire entre guillemets, il avait imaginé une très belle sculpture de Walt Disney devant sa médiathèque. Et donc j'arrive à Bourgoin-Jallieu, et j'ai dit écoutez, monsieur le maire, je pense que ça va pas marcher, c'est pas bien du tout, je pense que c'est pas une bonne idée. Et donc il était déçu, et donc on est allé déjeuner, et puis pendant le déjeuner, il faut bien dire quelque chose, on parle, tout ça, puis je lui dis, mais qui sont les gens célèbres de Bourgoin-Jallieu? Question à 2000 €. Et là il me dit, mais Jean-Jacques Rousseau. Alors j'ai dit, Jean-Jacques Rousseau, bah, c'est bien. Jean-Jacques Rousseau est resté 3 jours à Bourgoin-Jallieu. Non, ça c'est pas suffisant. Alors bon, il reprend un peu de blanquette de veau et il me dit eh ben, Yvon Gattaz est né ici. Ah, je dis, Yvon Gattaz, pour les gens plus jeunes, c'était le père. En fait, ils sont patrons du CNPF de père en fils. Il était déjà patron du CNPF. Alors je dis bah non, quand même, là, je ne peux pas aller jusque-là, c'est pas possible. Et puis après, mais hésitant à me le dire parce qu'il trouvait que c'était pas chic, il me dit mais il y a Frédéric Dard qui est né ici. Et puis je dis mais ça c'est formidable. Monsieur le maire, on est sauvés. Et donc j'ai dit ça mais je ne savais pas ce que je ferais. Et donc je suis rentré à Paris et puis je me suis dit ben voilà Frédéric Dard, l'objet d'art. Et donc j'ai fait graver dans le marbre et le granit vert les 175 titres de San Antonio qui vont de La pute enchantée à Ceci est bien une pipe. Donc les titres sont parfaits. Hein. C'est même étonnant que dans le monde de l'art, on n'est pas compte. Ceci est bien une pipe, personne ne l'avait sorti. Et donc ça s'appelle objet d'art, et évidemment ça fait référence à l'objet d'art de Marcel Duchamp, etc. Et donc cette œuvre trône sur une grande pelouse devant la mairie de Bourgoin-Jallieu. Alors là, ça a quand même un peu de gueule. C'est quand même autre chose qu'une sculpture de Walt Disney dans une médiathèque. Et quand on a évoqué tout ça avec Chiara, dans son enthousiasme, m'a dit mais on ne va pas du tout montrer ça en photo, on va la refaire. Et donc on l'a installée dans les escaliers de l'hôtel de la Monnaie. Et les Américains pensent qu'elle est là depuis le début. Même quelques Parisiens. Alors,
j'aimerais revenir sur les Walt Disney Productions, parce que en fait, ça c'est une série que tu pratiques depuis très longtemps. Hein. Ça fait 84. J'ai montré la première chose chez toi. Ça va faire 30 ans. 30, la 30 première ans. de Walt Disney, j'ai montré chez toi à Berne. Ouais. Alors, en passant d'ailleurs, je crois que tu n'as jamais eu aucune réaction de Walt Disney sur des problèmes de copyright. Non, j'ai même eu. Alors, il y a ma marraine qui est avec nous, qui est Catherine. Catherine Millet était ma marraine pour faire une exposition chez Denise René. Et donc, j'ai montré une exposition des Walt Disney sculptures et tableaux chez Denise René. Et pendant l'exposition, il y avait un des grands directeurs du studio Disney qui faisait une conférence à l'école des Beaux-Arts, qui est donc à 200 mètres de la galerie Denise René à Saint-Germain. Et il a appris que cette exposition avait lieu. Il est venu la voir, c'était un vieux monsieur. Et j'ai dit à Denise René, on va se retrouver en caleçon, en petite culotte. Là, on est foutu. Il a regardé ça, il était gorgeous, amazing, il était enchanté. C'est le seul jugement qu'on a eu de studio Disney. Et donc, j'ai jamais rien demandé. Et effectivement, si j'avais demandé, ça n'aurait jamais existé, je pense. Mais il n'en a pas acheté non plus. Pas à ce point-là. Pas vraiment. Non, pas exagéré. Ouais. Et alors, je me demandais, en fait, d'abord, c'est une mine sans fin pour toi, parce que je m'aperçois que tu arrives à retrouver tout le temps encore des tableaux posthumes de Walt Disney, puisque tu en as fait un pour Carambolage, qui trône à côté d'une peinture de Hergé, parce que, soit dit en passant, Hergé, lui, a fait de la peinture. Il a fait 40 peintures au début des années 60, quand il était à un moment où Tintin ne marchait pas très bien, les éditions péclotaient, et il s'est demandé s'il ne devait pas se reconvertir, et il s'est mis à la peinture. Heureusement, il n'a pas poursuivi, parce que, bon, c'est pas... Il a bien fait. Oui, il a bien fait. Enfin, donc, il y a une de ces peintures posthumes auxquelles tu redonnes vie de Walt Disney. Et je me demandais si tu avais fait, parce que toi, tu dois les connaître toutes. Enfin, moi, je ne les connais pas, parce que je vois des morceaux de la bande dessinée. Et si tu avais fait une analyse un peu de ces peintures. Parce que, bon, les sculptures, on voit très bien ce que c'est. On voit que c'est dans le genre, ça passe de harpe à caldaire, quoi. Et il y a chaque fois, enfin, celles que tu as utilisées, en tous les cas, elles ont toujours des trous. Hein. C'est toujours une forme avec un trou, qui était l'emblème, évidemment, de la sculpture abstraite des années 50, à peu près. Et est-ce que tu as essayé d'analyser les peintures? Parce que elles sont quelquefois quand même, il y a quand même un certain nombre d'archétypes qui semblent revenir. Oui, mais tu y as réfléchi? Ouais. Ça va de Kupka à Mondrian, il y a quelques tableaux picabiesques, il y a même, alors ça c'était avant qu'il existe, il y a même des Buren. Voilà où je voulais revenir. Avant Buren. Voilà. Et alors, j'ai même vu, parce que je suis allé sur Internet... D'ailleurs, Buren avait vu l'exposition à Bobo, il avait bien remarqué qu'il y avait des bandes, évidemment, avant 67. Mais tu ne l'as jamais refait, le Buren? Non, mais j'ai le temps. Bah oui, parce que tu devrais le faire, d'autant plus que j'ai remarqué que devant le Buren se trouve Minnie, qui dit... moi j'adore avec 3 O, et puis il y a Mickey qui répond A, point d'interrogation. Donc, c'est une photo que je mets souvent même dans les salons. Tu mets la photo, d'accord. Mais Buren, tu devrais le faire un jour. Oui, non, bien sûr. Enfin, faut faire l'agrandissement à 8-7. Ouais. Et puis on en revient à Mossé à ce moment-là. Voilà. Et le Lotto, c'est ça. On n'en sort plus. Quoi. Pour reprendre la bonne expression de Raymond, tout ça nous amène à. Voilà, c'est ça, absolument. Mais non, j'ai été étonné de voir que dans celui que tu as fait pour Carambolage, donc, il y a une espèce de personnage, enfin une figure, c'est un peu anthropomorphe comme ça, archaïque, etc. Mais alors pour reprendre la théorie de Pierre Bayard, n'est-ce pas, sur le plagiat par anticipation, il y a du Saint-Ombly aussi chez Walt Disney, en fait. Tu as des espèces de formes répétées. Alors il y a aussi ça, ces sortes de gribouillons. Là, ça, je les ai montrés pour la première fois à Bruxelles au début de cette année. Et là, ce sont des sortes de gribouillis noir et blanc.
Oui, c'est ça. C'est très graphique souvent. Hein. Oui, c'est très graphique. Mais c'est une sorte de codex hein, pour moi, parce qu'il y a, je sais pas, j'ai jamais compté. Quand on compte, c'est toujours mauvais signe. Mais il y a des dizaines et des dizaines de tableaux. Ah, il y en a tant que ça. Ah oui. Il y en a beaucoup. Ouais. Attends, il y en a des figuratifs. Tu as encore une autoroute devant toi, donc je n'ai pas encore touché les figuratifs. Ah, il y a des figuratifs aussi. Ouais. Ah ben, si tu, enfin, ça ça s'amorce là avec celle que tu montres. avec les tableaux de signalisation. J'ai peint des tableaux de signalisation abstraits géométriques, c'est-à-dire des priorités ou des choses comme ça, avec des grands carrés jaunes et bleus. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé les figuratifs avec les tableaux de signalétique touristiques. Vézelay, ah ben oui. Oui, mais ça c'est pas Walt Disney. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je passe toujours de l'abstrait au figuratif, et pas l'inverse. Oui. On va de Mallarmé à Villon, c'est ça que tu veux nous dire? Oui, d'accord. C'est une des phrases préférées de Bertrand Lavier, reprise de Malraux, qui dit « On ne va pas de Villon à Mallarmé, mais de Mallarmé à Villon ». Ce qui est aussi le théorème de départ de carambolage, également. Alors, comme on a beaucoup parlé aussi de littérature ici, et qu'il y a des gens qui s'intéressent à la littérature, j'aimerais que tu nous reparles d'une œuvre qu'on n'a plus vue depuis longtemps, qui était Polished. Ah oui. Parce que je crois qu'il y a un livre qui est présenté ici où il y a justement toute une question sur des traductions, etc. Et voilà, tu peux peut-être nous redécrire cette œuvre qui était extrêmement intéressante de 1976. C'est une œuvre qui est très, très liée, évidemment. Tout ce qu'on décrit depuis un bon moment, on voit bien que le langage est un outil pour décoder la réalité et qui est à la fois un outil qui est un outil poétique. Ça aide à trouver une variable poétique au réel. Et donc, en fait, il y a une sorte de magie dans le réel que le langage vient capter. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est à peu près ça que je veux dire. Bon. Et alors, j'ai fait une peinture il y a très très longtemps. C'est une des premières peintures que j'ai faites. La première peinture que j'ai faite, c'était des feuilles d'ampélopsis peintes en blanc sur la façade de ma maison en Bourgogne. Oui, ça, on l'a vu que récemment à Beaubourg. Hein. Ouais. Et donc, je pense que les artistes ne savent pas vraiment ce qu'ils font, c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai peint, au fond, très tôt sur le réel. Je ne savais pas qu'un jour je peindrais les pianos. Et peu de temps après, j'ai fait une peinture qui s'appelle Rouge Géranium par Ducos et Ripollin. Et évidemment, c'est très facile à imaginer. On achète un pot de peinture rouge géranium par la marque Ducos et un pot de peinture par la marque Ripollin, et on s'aperçoit que ces deux rouges sont différents, et donc le mystère reste entier. On ne saura jamais ce que c'est que rouge géranium. Et en faisant dériver sur cette pensée, sur cette manière de décoder la réalité, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Polished, que je peux décrire comme ça assez facilement. Police est un texte de 4 ou 5 lignes qui décrit un petit objet en bois sur lequel on a fait un certain nombre d'opérations. Alors, on en a peint la moitié en vert, profond, donc, et puis on a mis un petit morceau de papier doré sur le côté, il y a une petite ficelle rouge qui l'entoure, etc. Et ce texte, en français, décrit l'objet que l'on voit dans une petite boîte en verre. Et ce texte, je l'ai transmis à un traducteur qui me l'a traduit en russe. Et je me suis fait traduire le russe en français et j'ai refait l'objet d'après la traduction russo-française. Et donc là, on s'aperçoit que le rouge profond est devenu un rouge sombre, que la petite ficelle est devenue infime, que le doré est devenu jaune d'or, etc. Il n'y a que la dimension de ce petit morceau de bois qui ne change pas, c'est toujours 32 cm, parce que 32 cm, ça se dit de la même manière en toutes les langues. Et donc, de russe, je suis passé en hébreu, l'hébreu en arabe, en anglais, etc. Et donc, un peu marabout de ficelle, encore une fois. Et donc, il y a une douzaine de traductions, et on voit cet objet qui ne change pas de dimension, mais qui visuellement change complètement d'aspect à chaque traduction. Donc, en fait, l'objet vient matérialiser les glissements de sens d'interprétation qui sont liés vraiment au langage. Parce que le langage, nous, on peut dire plusieurs choses en même temps, finalement, avec la peinture, mais le langage ne peut pas. On peut pas, le traducteur
vous allez comprendre très simplement. Par exemple, die Ecke en allemand, ça veut dire à la fois l'angle et l'arête. Et donc, il y a un moment où il y a une petite encoche sur ce morceau de bois qui est sur die Ecke. Et donc, le traducteur allemand ne sait pas si c'est l'angle ou l'arête, et il ne peut pas dire les deux en même temps. Donc, ça bascule du côté de l'angle ou de l'arête, et on voit que la petite encoche, à cause ou grâce à l'allemand, a changé de position. Donc, voilà comment se décrit cette œuvre qui s'appelle Polished. Et pourquoi Polished? Parce que Polished, en anglais, ça veut dire aussi bien verni que ciré. Là, encore une fois, le traducteur ne peut pas dire les deux en même temps. Il n'y a que Ducos et Lépolin qui arrivent à dire en même temps Rouge et Valère, mais c'est faux. Alors, on me fait signe qu'on bavarde, donc j'étais prêt à continuer, mais on va peut-être quand même poser la question de savoir si quelqu'un a une question à poser. On laisse le public quoi? Si, voilà. Vous êtes citant André Malraux pour une citation qui n'avait rien à voir tout à l'heure, et il se trouve que lorsque Malraux est au ministère de la Culture, il avait mis la doctrine qui était celle des maisons de la culture et de diffusion de l'art, il parlait souvent d'un élan mystique qui frappait tout public devant une œuvre et qui lui permettrait de la comprendre. Or, cette impression a été niée dans les années 60 par les groupements d'activistes à la déclaration de Villeurbanne en 68, tout ça. Et justement, j'avais l'impression que vous disiez justement qu'on comprenait une œuvre sans connaissance aucune ou qu'on pouvait le faire. Or pourtant, il semble que l'histoire nie cette vérité-ci, ou du moins l'histoire de la culture en France. Très simplement, moi je pense que tous les chemins mènent à Rome. On peut arriver en étant cultivé, on peut y arriver en étant sensible, ou les deux en même temps, ou par d'autres tout dogmatiques. Je pense que ça, quand c'est ouvert à tous, c'est avec les moyens dont chacun dispose. Et ce à quoi vous faites allusion, c'est, j'allais dire, une discussion. Ça n'a pas été une discussion, mais effectivement, Malraux a lancé cette phrase célèbre et qui a été très violemment critiquée par la suite par Bourdieu dans son livre L'amour de l'art, et qui nous a nourri, enfin notre génération, dans les années 60, en disant que la phrase de Malraux était une absurdité et que le seul moyen de transmission de la culture et en ce qui nous concerne d'une éducation artistique, c'était la famille, le milieu social, et que les choses se reproduisaient de cette manière-là. Et en fait, après quelques décennies d'expérience, je pense qu'il a tort. Il a raison d'une manière très générale en tant que sociologue si on fait des statistiques, mais sans doute les moments les plus émouvants pour moi en tant que commissaire d'exposition ou directeur de musée, c'est quand j'ai entendu des artistes me dire qu'ils avaient vu une exposition que j'avais faite il y a 20 ans ou 30 ans et que ça avait changé leur vie. Et qu'à partir de là, tout d'un coup, s'est ouvert un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, qu'on l'appelle grâce ou autre chose, ce phénomène existe. Si Bourdieu avait raison, tous les gens qui aiment l'art viendraient d'un milieu privilégié, tous les collectionneurs seraient des enfants de riches. Tout ça est entièrement faux. Maintenant, on le sait que tout ça n'a aucune valeur. Je termine sur cette affirmation splendide. Voilà.